Une question qui va prolonger votre discours, ce que vous venez de dire, avec Halima Boulaya. Tout d'abord, merci pour votre engagement. Pouvez-vous nous parler des aspects positifs de l'appartenance de la France à l'Union européenne ? Honnêtement, franchement, je n'en vois pas beaucoup. Je vais essayer d'être très honnête. Moi, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais jeune en âge, c'est à la fin des années 70. Je rappelle, j'ai souvent dit que la première fois que j'avais voté de ma vie, c'était pour la liste centriste de l'UDF à l'époque, aux élections européennes de 1979 pour le premier Parlement européen. Autant dire que j'étais très 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 pro-européen. Pourquoi j'étais très pro-européen ? C'est tout simplement parce que on m'avait dit, comme à tout le monde, que l'Europe c'était formidable. Bon, moi j'étais comme tout le monde, puis on me dit que tout le monde me dit que c'est formidable. Je dis c'est formidable. Deuxièmement, que l'Europe c'était la paix. Moi je ne veux pas. J'ai entendu parler par mes grands-parents des horreurs de la guerre, donc je ne voulais pas. Moi je suis comme tout le monde. Je veux la paix. Et puis on me disait que c'était plus de croissance, plus d'emplois, l'ouverture sur le monde, etc., etc. Donc moi j'étais pour. Personne jamais ne m'avait expliqué ce qui se cachait derrière la construction européenne. Quelles étaient les forces agissantes. Personne ne m'avait expliqué, par exemple, et pourtant c'était dans les années, on était encore sous Giscard, c'était pas, mais personne ne m'avait expliqué. On tournait en dérision à l'époque, je me rappelle, des gens comme Marie-France Garot, Michel Debré, etc. Les gens, qui étaient traités comme je l'ai été moi-même pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire, on disait, ah oui, mais ils veulent pas l'Europe, mais ce sont des vieux, des ringards, des nostalgiques, ils ont rien compris. On caricaturait Michel Debré, l'ancien Premier ministre de Charles de Gaulle, avec un entonnoir sur la tête, etc. C'était vraiment, mais on n'entrait jamais dans le vif du sujet. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, la construction européenne dans les années 50, 60, 70, pour un certain nombre de personnes dont j'étais à l'époque, a pu avoir comme intérêt l'idée de s'ouvrir sur le monde. Et moi, à l'ouverture sur le monde, on ne peut pas faire plus ouvert sur le monde que moi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis allé dans plus de 90 pays du monde, à la fois à titre personnel, touristique et professionnel. J'adore voyager, rencontrer des peuples et des civilisations étrangères. Donc l'idée que la France, qui était quand même, il y avait quand même des échanges internationaux, mais c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait d'abord les gens ont vu progressivement leur niveau de vie monter, donc on a pu avoir le développement du tourisme, et puis on a eu ces échanges. Moi, quand je suis allé en Angleterre ou en Allemagne, c'était dans cet état d'esprit. Mes parents m'avaient envoyé dans des familles pendant un mois ou deux pour parler l'allemand, parler l'anglais. C'était l'état d'esprit du traité franco-allemand de l'Élysée. Donc, qu'il y ait eu une ouverture mentale vers l'extérieur, ça, c'est une bonne chose. Et on peut en rendre, allez, si j'essaie de trouver quelque chose à dire, on peut dire que la construction européenne y a été pour quelque chose. Même si, en réalité, je pense que le cinéma, l'audiovisuel, la télévision ont été des vecteurs sans doute beaucoup plus puissants que la construction européenne. On peut dire aussi que pendant les années 60, Charles de Gaulle avait réussi à obtenir que la France soit bénéficiaire nette des transferts financiers. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit, j'ai expliqué tout à l'heure que la France donnait 23, recevait 14, donc on perd chaque année 8 milliards d'euros, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que nous sommes des contributeurs nets depuis des années, mais dans les années 60, c'était l'inverse. L'Allemagne, en fait, donnait beaucoup plus qu'elle ne recevait, et la France donnait moins qu'elle ne recevait. Ça veut dire qu'en gros, dans ce jeu de vase communicant, l'Allemagne payait une partie de la modernisation de l'agriculture française. Donc objectivement, c'était assez positif. Il y a eu aussi, dans l'idée de la construction européenne, le fait que des responsables politiques se voient régulièrement, l'idée d'avoir une certaine harmonisation, de se comparer avec d'autres économies, n'est pas mauvaise. Mais honnêtement, c'est vraiment parce que la question m'a été posée et que je ne veux pas donner l'impression d'être psychorigide, mais honnêtement, les pays comme la Norvège, l'Islande, la Suisse, qui ont toujours refusé d'entrer dans l'Union européenne, se sont très bien développés, et sont mieux développés d'ailleurs que nous. Ils sont tout autant ouverts sur le monde. Donc en réalité, c'est plus un phénomène d'évolution générale des esprits qui s'est produit. Et comme je l'ai dit notamment dans la campagne présidentielle, et c'est un des éléments qui nous distingue de façon
fondamentale de tous les autres partis politiques, c'est que maintenant j'ai dit que la construction européenne, qui dans les années 50-60 a pu en effet avoir pour vertu d'ouvrir un peu l'esprit de nos concitoyens vers les autres pays, les pays frontaliers, et réciproquement, maintenant cette construction a pour effet de refermer l'esprit de nos concitoyens sur ce périmètre complètement artificiel qui va de Gibraltar à la Laponie finlandaise ou bien de l'Irlande à Chypre. Et comme je l'ai dit et redit, au 3e millénaire, il n'y a aucune raison pour considérer qu'on doit fusionner avec la Lettonie, la Slovaquie, la Finlande, et en revanche rejeter dans les ténèbres le Liban, la Syrie, l'Algérie, le Québec, Madagascar, le Sénégal, mais aussi, pourquoi pas d'ailleurs, le Japon, le Brésil, etc. Le 3e millénaire, l'ensemble des pays du monde sont en contact les uns avec les autres, y compris en termes touristiques d'ailleurs. Moi, je vois qu'il y a énormément de jeunes Français, par exemple, qui sont allés à Marrakech, à Djerba, à Bangkok, à New York, etc. Et il y en a beaucoup parmi eux qui, en revanche, n'ont jamais mis les pieds en Finlande. Donc, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, le périmètre même de la construction européenne est devenu absurde. Sauf que il s'inscrit dans une vision du monde qui est celle du choc des civilisations, des stratèges américains. Je vais m'arrêter là parce qu'on va dire que je parle trop longtemps. Je renvoie les internautes intéressés à ma conférence qui, je crois, est vraiment très très importante, qui s'appelle donc « Qui gouverne la France et l'Europe ?» et qui est notamment tout le passage sur l'affaire du choc des civilisations.